faut bien comprendre, c'est que la plupart des entrepreneurs sont dans le déni. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir des difficultés financières, tu penses toujours que tu vas te refaire, que ton prochain client va être celui qui va te permettre d'honorer tes charges sociales, tes factures. Et là, quand nous, ensuite, on poursuit pour le formateur, pas d'argent sur les comptes bancaires, les personnes injoignables, on ne sait pas où ils sont, ils ont disparu, etc. L'organisme de formation a fermé ses portes. Pour autant, c'est réouvert sous une autre forme juridique, sous le même nom quasiment. Et donc, on ne peut pas agir contre cette nouvelle structure. Ça a l'air quand même d'être une escroquerie bien huilée pour ces entreprises qui captent des fonds publics pour la formation des salariés. Le chantage à la réputation, la diffamation. Arrêtez vos poursuites, ou sinon, je mets des avis, je fais des posts sur les réseaux sociaux. Celui qui fournit sa prestation, qui serait menacé d'être en gros sali, balancé sur les réseaux sociaux, sur les avis Google. C'est ça, parce qu'on demande à son client de payer sa facture. Voilà. Alors bon, dans ces cas-là, il faut résister et être très fort, parce que j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. Bienvenue dans En Business Soyons Cash. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Emmanuelle Bardon, avocate pénaliste. Depuis plus de 20 ans, elle défend des victimes d'infractions, des personnes poursuivies devant les juridictions pénales. Quel est le rapport avec le recouvrement, me direz-vous ? Eh bien, figurez-vous que le droit pénal existe aussi dans le monde des affaires et dans le business. Maître Bardon intervient à ce moment où le droit civil et le droit commercial ne suffisent plus et où ils trouvent leurs limites. Là où certains actes peuvent avoir de très lourdes conséquences personnelle. Aujourd'hui, elle est avec nous pour nous parler cash du risque pénal, largement méconnu des entrepreneurs. Emmanuelle, bonjour et bienvenue. Bonjour Pauline, merci. Bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Moi aussi, je suis très contente. On va faire un large tour d'horizon au niveau de ce risque pénal. Tu as l'habitude de vulgariser et de rendre accessible le droit pénal. Donc tu vas pouvoir faire ça aujourd'hui avec nous à destination des chefs d'entreprise avec un regard porté sur le droit pénal des affaires, mais pas que, parce que ça va être peut-être un petit peu plus large que ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers cette spécialité du droit pénal ? Alors, c'est une vaste question, Pauline, parce que c'est vraiment la question de ma vie. Ça conditionne toute ma vie. Je pourrais t'en parler pendant 1 heure. Mais ce qui m'a vraiment déterminée à me spécialiser et à m'orienter vers le droit pénal, vers l'avocature en général, c'est parce que je voulais être aux côtés des gens qui sont confrontés à la justice, qui sont dans une situation d'injustice, qui sont seuls. Et j'ai appris le droit. J'ai exercé mon métier depuis 25 ans pour pouvoir être véritablement à leur côté. Alors, ça peut être des particuliers, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des auteurs, ça peut être des victimes. Et j'apprends tous les jours. Voilà, c'est une énorme responsabilité et c'est aussi très intéressant sur le plan intellectuel. D'accord. Et pourquoi cette spécialité plus que notre ? Parce que le droit, c'est très très large. Ce que tu dis, on peut le retrouver quand même aussi sur différentes spécialités du droit et pas spécifiquement dans le droit pénal. Pourquoi cette spécialité qui est en plus une spécialité qui est dure ? Humainement parlant, on est quand même dans quelque chose qui est dans le droit très dur. À titre personnel, c'est un droit que j'ai volontairement décidé de ne pas exercer du tout, au même type que le droit de la famille, parce qu'il y a une dimension humaine qui est très très forte et une distance qui ne doit pas forcément être toujours évidente à avoir. Donc pourquoi toi, c'est quelque chose qui au contraire t'a peut-être attiré ? Alors, tu as raison de le souligner, c'est précisément ce qui m'a attirée. C'est ce que j'appelle les dossiers chauds, contrairement aux dossiers froids qui sont les dossiers en droit immobilier, en droit des sociétés. On manipule une matière vivante qui est l'humain. L'humain qui est insaisissable, qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Il y a aussi une prise de risque en faisant cette matière quand on est une femme. Parce que quand j'ai commencé, autant te dire que nous n'étions pas très nombreuses et que dans l'imaginaire collectif, un avocat pénaliste, c'est avant tout un homme. C'est un Éric Dupond-Moretti, c'est un Hervé Temim, ce sont des ténors du barreau. Et il est bien vrai que lorsque j'ai commencé, c'était vraiment sur la pointe des pieds. Donc je me suis orientée vers cette matière. Et puis, bon, je vais pas te mentir, Pauline, le droit pénal, c'est une drogue dure. Quand tu as commencé à défendre les gens, à rentrer dans leur vie, à t'intéresser à ce qu'ils sont vraiment, eh bien, moi, je peux plus les lâcher. Je les prends par la main jusqu'au bout et je me sens responsable de ce qui leur arrive devant les juridictions. Ok. Surtout que les sanctions, pour le coup, elles vont largement au-delà d'une sanction financière. On va toucher à la liberté des personnes.
Donc c Alors effectivement, le couperet judiciaire, c'est pas seulement une amende ou une infraction, de type, détruire, ta maison, tes marches d'escalier qui auraient été mal construites. Là, véritablement, c'est la liberté des gens, qui est en jeu, puisque lorsque tu passes devant des juridictions répressives, que tu sois, d'ailleurs un entrepreneur ou un particulier, tu peux encourir des mois, voire des années, d'emprisonnement. Donc c'est véritablement mmh, ta vie qui peut basculer. complètement, complètement. Hem, on sent que tu es passionnée, quand tu en parles. Est-ce que cette passion, elle était là des débuts? Est-ce qu'elle a, grandi avec le temps au fil des années? Est-ce que tu es toujours autant passionnée? J'ai l'impression que oui. Comment ça a évolué ton rapport à ce droit, à cette matière au fil des années, dans ton exercice? Oh, ben ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, ça je peux te le dire. D'abord parce que j'ai commencé très jeune, j'avais, 25 ans, donc je connaissais le droit en théorie, comme toi tu le connais. Je Mmh. l'avais appris, à l'université Montesquieu de Bordeaux. Donc voilà, j'avais un titre, mais je ne savais pas du tout ce que défendre quelqu'un impliquait. Et je pense que, au fil des années, je me suis bien sûr améliorée avec ma pratique parce que, eh ben, c'est une matière que tu dois exercer. Tu dois te connaître toi-même d'abord pour bien défendre les autres. Tu dois avoir vécu ta vie pour bien comprendre, les difficultés que, tes clients peuvent rencontrer dans leur propre Mmh. vie, avec leur famille, avec leur employeur, avec leur société. Bon, il y a des schémas qui sont complexes et pour les comprendre, pour les décortiquer et pour les expliquer à un juge, à une juridiction, c'est-à-dire que moi je suis un intermédiaire, hein, entre mes Mmh. clients et la juridiction, bah, il faut que j'ai bien compris, que j'ai bien compris la problématique de vie. C'est pas qu'une problématique juridique, je raconte une histoire, je raconte l'histoire de quelqu'un. Il faut que je la dise avec, mes mots. Donc, vraiment, ouais, je suis très passionnée, c'est passionnant et dévorant. Hem, qu'est-ce qui va caractériser, du coup, le droit pénal des affaires? Parce que là, on entend bien que tu vas accompagner des personnes dans différentes, phases, potentiellement de leur vie, à différentes, difficultés qu'ils peuvent rencontrer en tant que personne confrontée, soit à des infractions, soit auteur d'une infraction, en ayant fait exprès ou pas, tu vois, avec cette intention ou pas. Hem, dans les affaires, comment ça se matérialise, le droit pénal dans les affaires? Alors, le droit pénal dans les affaires, c'est très particulier. Parce que comme tu le sais, alors soit tu es un entrepreneur qui est en nom propre, donc c'est lui qui s'expose directement dans le cadre de sa vie professionnelle, dans ses engagements, dans ses contrats. Et à ce moment-là, ça se traite à peu près comme un particulier, sauf que le droit pénal des affaires a des infractions qui lui sont propres, qui lui sont particulières. Soit tu as une personne morale Mmh. qui porte la responsabilité pénale. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des infractions que tu peux commettre dans le cadre de l'exercice de ton mandat, par exemple, si tu es un représentant de société, ou dans le cadre de l'exécution de mission, si par exemple tu as une délégation de pouvoir reçue de ta hiérarchie. Bon, bien sûr, la chaîne pénale pour les personnes morales, elle est très vaste. Ça va des infractions intentionnelles aux infractions non intentionnelles. D'accord, et une personne morale, une société peut faire l'objet de sanctions pénales. On va pas les mettre une société en prison. Non, on ne va pas mettre une société en prison, mais si tu souhaites effectivement inquiéter pénalement une société, tu dois la rendre partie à la procédure. C'est-à-dire qu'on D'accord. la distingue bien des personnes qui la dirigent ou de ses associés. Donc oui, une personne pénale, une personne morale peut voir sa responsabilité pénale pleinement engagée. D'accord, et est-ce qu'un dirigeant peut se cacher, du coup, derrière la personne morale, en se disant que, du coup, c'est la personne morale, quelque part, qui va être inquiétée, mais que lui, personne physique, finalement, ne sera pas inquiété? Alors, c'est une question, complexe, et il faut détacher les actes. Si effectivement, en tant que personne physique, tu as commis des actes, qui ont, précipité, ta société, voilà, vers une infraction pénale, typiquement, l'abus de biens sociaux, l'abus de confiance. Bon, évidemment, on peut engager ta responsabilité pénale aux côtés de la personne morale, si on s'aperçoit que dans tes actes de gestion, dans tes actes d'administration, eh bien, tu as mal agi. OK, donc là, le dirigeant, ça sera il va falloir qui agit d'ailleurs contre lui? Ah Heu, bien, il y a tout un tas d'organismes qui peuvent, se mettre contre un dirigeant, mais
L'autorité de poursuite classique en France, c'est le procureur de la République. C'est lui qui va décider si effectivement il va te poursuivre. Et d'ailleurs, en France, on a un parquet particulier qui s'appelle le PNF, le Parquet national Mmh. financier. C'est une juridiction récente qui est spécialisée effectivement dans la grande délinquance financière et qui est vraiment qualifiée pour dénouer une sorte de criminalité organisée autour des affaires. OK, et comment est-ce qu'il est au courant, des faits? Qui les porte à sa connaissance? Comment on fait? Pour, par exemple, demain, on sait que, et on rentrera dans du détail après un peu plus concret, parce que moi, j'ai des cas que je peux voir, dans le quotidien au niveau du recouvrement. Heu, Comment faire pour porter à la connaissance des jur des de ces acteurs, du parquet, des infractions pénales? Comment faire pour les porter à leur connaissance, en tant que victime, par exemple, des agissements? Ou même sans être victime directe, si par exemple, je sais qu'il se passe des choses un peu bizarres, est-ce que qui a le droit de porter ces affaires-là, à la connaissance des autorités? Alors, une personne morale comme une personne physique, pardon, une personne morale comme une personne physique, doit respecter la loi. Donc le processus n'est pas différent. Si effectivement on soupçonne une personne morale ou ses dirigeants, de mal agir sur le plan pénal, eh bien à ce moment-là, on porte plainte contre cette société devant le procureur de la République. Il y a aucune difficulté. Si ça relève effectivement du parquet national financier, à ce moment-là, on porte cette plainte devant cette juridiction, Mmh. spécialisée et si effectivement ces faits sont découverts à l'occasion d'autres procédures, par exemple des procédures collectives. Tu as des sociétés qui sont mises en redressement ou en liquidation judiciaire et le procureur de la République s'aperçoit qu'il y a eu des malversations, que le gérant a précipité par ses fautes de gestion, sa société dans le mur. Il peut y avoir des actions en comblement de passifs, il peut y avoir des poursuites pénales à l'occasion de ces procédures commerciales, par exemple. Ouais. C'est bien ce que tu viens de préciser parce que le procureur public, c'est une des parties aux procédures collectives, on ne le sait pas forcément. Mmh. Il y a plusieurs organes dans une procédure, dont le ministère public, et effectivement, à cette occasion-là, il peut, se rendre compte, ou ça peut être porté à sa connaissance par les différents autres organes de la procédure notamment. Donc c'est important de le souligner. Hem, c'est quoi qu'on va rencontrer comme infractions, les plus courantes, dans le milieu de l'entreprise? Est-ce qu'il y a Alors quelques mmh. exemples, tu vois, comme ça qu'on Alors classiquement, c'est vrai que dans le milieu de l'entreprise, il y a, tout le risque pénal autour des accidents du travail. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose qui, alors qui constitue une infraction non intentionnelle pour la personne morale, mais qui n'en demeure pas moins, parfois une infraction pénale lorsque des obligations de sécurité, de prudence n'ont pas été respectées. Typiquement, la mise en place de sécurité sur des chantiers alors qu'il y a eu des morts, une exposition à des produits toxiques, voilà, tout ça relève de la responsabilité pénale, de l'entreprise. Donc c'est le schéma le plus classique, c'est quand même en matière de droit du travail, mais ça peut être également, dans le cadre des délégations de pouvoir. Si effectivement il y a dans la, chaîne de hiérarchie quelqu'un qui, agit mal et qui profite de son mandat pour pouvoir, ben, détourner des fonds, par exemple, souscrire des crédits, se mettre de l'argent dans les poches, on voit ça tous les jours, aux informations, hein. Oui, ça c'est clair, et bah, justement pas que dans les informations. Tu me fais une belle transition parce que, j'ai quelques cas, c'est pas des cas d'école, hein, c'est des cas, concrets de dossiers que je peux avoir en recouvrement où, clairement le droit commercial, le droit civil, les voies d'exécution ne suffisent pas. Typiquement, je vais donner 2 ou 3 exemples si tu es d'accord, où j'ai pu poursuivre des entreprises, des sociétés qui, par exemple, le premier cas, c'est un organisme de formation qui, utilise, tu sais, les comptes personnels de formation pour, pouvoir, proposer, de former des personnes, qui, ont des crédits sur leur compte personnel de formation. Donc ils encaissent l'argent, heu, du compte personnel de formation. Il y a des formateurs externes à qui ils sous-traitent des formations, qui dispensent les formations, et ils ne payent pas ces formateurs. Heu, Ils ont encaissé l'argent et ils disparaissent dans la nature avec l'argent, bien entendu. Et là, quand nous, ensuite, on poursuit pour le formateur, donc on obtient une décision de justice qui condamne l'organisme de formation à payer, le la facture du formateur.
on agit, pas d'argent sur les comptes bancaires, les personnes injoignables, on ne sait pas où ils ont disparu, etc. On va faire une assignation en redressement judiciaire, par exemple, voire la société est même déjà en redressement ou en liquidation judiciaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là en sachant que c'est pas une personne qui n'a pas été payée, la plupart du temps, c'est toute une série de formateurs. Et on va avoir aussi, dans le cas auquel je pense notamment, euh, l'organisme de formation a fermé ses portes. Pour autant, c'est réouvert sous une autre forme juridique, sous le même nom quasiment, ailleurs. Même formation, quasiment le même site internet. Enfin, en fait, quand tu es une personne lambda, tu ne sais même pas que ça a changé. Pour autant, juridiquement, c'est plus la même structure et donc on ne peut pas agir contre cette nouvelle structure. Alors, ce que tu décris, ça a l'air quand même d'être une escroquerie, bien huilée, pour ces entreprises qui captent des fonds publics pour la formation des salariés, qui embauchent des formateurs et qui n'honorent pas, leurs factures. Si j'ai bien compris, Exactement. c'est ça. Qui Bon. embauchent, les formateurs ne sont pas salariés de l'organisme, ils sont prestataires. Ils Mm. sont prestataires et donc, Et pas payés. ils ne redistribuent pas l'argent perçu, l'argent public à Exactement. ces formateurs pour les régler. Donc Exactement. effectivement, c'est une véritable escroquerie parce que le formateur, lui, il a délivré Oui. sa prestation, elle est faite et ils ne sont pas payés en retour. Alors on pourrait penser que c'est une simple recouvrement de créances et c'est là-dessus que Mm. les commissaires de justice, interviennent. Et à ce titre, c'est intéressant d'avoir une décision de justice parce que ça permet d'avoir un titre exécutoire qui permet d'exécuter ensuite sa créance sur les comptes bancaires, enfin une exécution Exactement. forcée, ce que tu connais par Classique. cœur. Bon. Sauf que dans le cas que tu me décris, en plus de cette escroquerie, avec un élément d'intentionnalité, c'est-à-dire de ne pas payer les gens à dessein, il y a une forme d'organisation volontaire d'insolvabilité. C'est-à-dire que la société qui les a embauchés pour faire ces formations est devenue une coquille vide, Mm. voire elle est déjà en phase pré-mortem, et elle se reconstruit de l'autre côté pour recommencer, et ainsi de suite. C'est ça. Bon. Donc il n'y a pas 36 formules dans ce cas de figure, c'est qu'il faut véritablement inquiéter les dirigeants sur le plan pénal. Parce que tant qu'ils reconstruisent ces structures, sur le plan civil, ils se protègent, puisque une personne morale n'est responsable que de ses actes. Donc si à chaque fois tu reconstruis une nouvelle société à côté, bah, ça peut durer longtemps l'histoire en fait, et la personne qui est créancière de cette société, ben, elle voit sa créance filer et elle aura jamais gain de cause. Donc, le moyen, de faire peur aussi, hein, à ces personnes, bah, c'est de les inquiéter sur le plan pénal et d'y voir une forme de délinquance organisée. C'est-à-dire que si on arrive à isoler, les mêmes têtes dirigeantes, les mêmes présidents, les mêmes directeurs généraux, dans les statuts qui sont accessibles, à tout le monde et de façon gratuite, et bien, à ce moment-là, rien ne t'empêche d'aller déposer plainte contre ces personnes en expliquant le système qui est mis en place et en disant effectivement qu'ils ont créé un système, hein, une espèce de pyramide dans laquelle effectivement une cavalerie où ils payent jamais les gens. Alors c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est intéressant d'être à plusieurs, de se liguer dans l'action parce que ça rend plus fort. De façon isolée, bah, d'abord l'action va te coûter très cher et puis si tu as une créance de quelques milliers d'euros, tu vas laisser tomber. Mais sur le principe, moi je le dis toujours aux entrepreneurs, je le dis toujours dans le monde des affaires, le droit pénal, c'est un levier très puissant. Parce que autant on peut se disculper d'une créance, on peut s'exonérer devant le tribunal de commerce en disant mais attendez, ma personnalité juridique me protège, donc vous ne pouvez pas m'attaquer. Autant sur le plan pénal, ça ne marche pas comme ça. Ok. Tu as dit plusieurs choses hyper intéressantes. Le fait d'avoir l'action isolée ou l'action groupée avec d'autres personnes à qui c'est arrivé pour dégager un schéma. Parce que là, en fait, moi, la difficulté que moi, je vais rencontrer avec mes clients, c'est que je vais avoir un client. Tu vois, je vais pas avoir toute la ribambelle de formateurs parce que déjà, même eux, à titre personnel, tout le monde n'a pas déjà envie de faire cette première étape pour une facture de 3 000 euros, aller engager une procédure, faire condamner, faire des saisies en sachant qu'il y aura rien. On va dépenser peut-être, ça va pas être des milliers et des cents, mais enfin, peut-être si, peut-être 1 000 euros, quoi, entre obtenir le titre et puis faire quelques actes d'exécution qui restent à leur charge en plus de juste 3 000 euros d'impayés. Mais sauf que quand on fait 3 000, plus 3 000, plus 3 000, plus 3 000 sur le nombre de formateurs exposés, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de sous. Et donc, finalement, tous individuellement n'ont pas forcément la volonté
tu vois, d'aller plus loin. Bien sûr, parce que aller plus loin seul, c'est la double peine. C'est-à-dire que non C'est ça. seulement la facture reste impayée, mais en plus, on va exposer des frais de commissaire de justice, des frais d'avocat, parfois sans garantie. C'est ça, même souvent, sans garantie d'obtenir déjà le paiement, ça c'est quasi sûr. J'ai en tête là la cliente 2 clientes qui avaient, agi du coup pour avoir la décision de justice et aller plus loin. Et on en est à ce stade, en fait, de se dire, bah, du coup, est-ce que vous voulez aller plus loin ou pas sur le levier pénal? Et en fait, elles sont aussi confrontées à des dirigeants, bon, maintenant ils répondent plus du tout, mais qui à un moment répondaient en fait aussi en intimidant, en disant, mais en fait, vous ne pouvez rien contre moi. Vous êtes tout seul, j'ai mon avocat, amusez-vous à faire quelque chose, vous verrez bien. Euh, Alors oui, évidemment, c'est un peu l'histoire du pot de fer contre mm, le pot de terre, et je pense que c'est là-dessus qu'ils jouent. Mais ce que peuvent faire tes clientes, et qui est simple et gratuit, c'est d'aller déposer plainte. Elles vont déposer plainte dans leur commissariat de police ou gendarmerie à côté de chez elles pour les faits qu'elles dénoncent. Et on leur remet une copie de leur plainte. Donc déjà, ça veut dire que le procureur de la République va être informé de l'ouverture de cette plainte. Et elle va pouvoir donner l'identité de ces différentes sociétés avec les statuts et expliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe qui est gratuit. Ce qu'elle peut faire également, c'est qu'elle peut déposer plainte directement entre les mains du procureur de la République. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au commissariat ou à la gendarmerie, elle écrit une lettre au procureur dans laquelle elle dénonce les faits dont elle est victime. Et elle joint les justificatifs qui lui permettent de considérer que c'est une infraction pénale, le système que tu mhm. décris. Et effectivement, elle a déjà posé une première pierre qui n'engage pas plus de frais que ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier conseil que je donnerais dans ce cas de figure. Et est-ce que c'est poursuivi souvent sur, par exemple, ce genre de... À quel moment est-ce que c'est poursuivi? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il faut être assisté, du coup, quand même, à un moment par un avocat? Euh, Alors, tu vois, les le coulisses, quoi. problème, c'est que, voilà, on se heurte aussi au fait que, la justice est débordée, par les plaintes. L'instruction des dossiers est longue et bien souvent, que ce soit les services de police, les services du parquet, ils ont du mal à caractériser les infractions parce que justement, ils courent derrière des sociétés qui se montent et qui se démontent. Donc c'est difficile aussi pour eux, de mettre de l'argent, de mettre des moyens humains dans ce genre d'enquête, et bien souvent, il est vrai que ça peut passer en perte et profit. Mais parfois, il arrive que ces plaintes, trouvent un écho parce qu'on s'aperçoit que ces gens sont déjà favorablement connus des services de Hmm. police. Ils ont déjà, un passé judiciaire, et on arrive à les rattraper comme ça. Et là, c'est effectivement, ça peut intéresser la justice. Hmm. Ok, mais là, j'entends quand même que l'union, entre guillemets, peut un peu faire la force quand même. Si vraiment il y a plusieurs personnes, et j'ai déjà vu un peu des mouvements sur LinkedIn notamment, de personnes typiquement dans ce schéma-là, parce que là, moi, j'avais un dossier, mais c'est des pratiques qui existent dans ce milieu-là et c'est assez connu d'ailleurs, de personnes qui essayaient de trouver d'autres personnes à qui ça avait pu arriver, pour qu'ils puissent faire une action groupée et unir un peu leurs forces, quoi. Oui, tout à fait. L'idée de se regrouper pour faire une action collective, c'est très pertinent. D'abord parce que l'union, fait la force, et ensuite parce que c'est vrai que, le ministère public va, considérer une plainte collective avec peut-être 15, 20, 30 victimes. Peut-être, ça va peser plus Mm. sérieusement qu'une plainte isolée, parmi tant d'autres. Donc oui, effectivement, ça pèse un peu plus. Et puis, il y a autre chose que les personnes peuvent mettre en pratique, c'est que si elles sont dans une démarche collective, qu'elles sont, ensemble, eh bien, elles peuvent, comme des lanceurs d'alerte, contacter la presse, effectivement, pour porter, pour médiatiser ces faits et voir s'il n'y a pas d'autres victimes, comme tu le Mm. disais, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais aussi dans des journaux locaux, en disant: «Voilà, attention à cette société. Nous, on a été victimes, on a déposé plainte. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui pourraient venir s'agréger, en fait, à notre plainte?» Combien de temps on a combien de temps pour agir dans ce genre de situation-là, par exemple? Alors, il n'y a pas de délai, puisque tant que c'est pas les faits sont pas prescrits, tu peux agir, mais il est bien évident que plus vite tu vas déposer plainte, mieux c'est. Puisque si tu attends trop longtemps, on va considérer que tu t'es toi-même désintéressé de ton propre préjudice. Mm. Bon, ça vaut pour tout, hein. Ça vaut pour tout, exactement. J'en profite pour remettre une petite pièce. N'attendez pas lorsque vous Voilà. avez un impayé. Dès que vous avez un problème, un impayé, Clairement. allez-y, foncez. Clairement, ça c'est clair.
J'ai d'autres petits cas, alors clairement l'organisation d'insolvabilité, donc c'est le truc qu'on voit, le plus souvent. Alors c'est pas non plus, tous les jours, hein, bien évidemment. Hem, c'est une infraction pénale. Oui. Hem, nous on Pas l'a facile à prouver. pas facile à prouver et c'est Oui. là où mais pour autant, heu, moi j'ai été formée comme ça quand j'ai fait mes études et mon stage pro de commissaire de justice. Mon maître de stage disait toujours, «Organisation d'insolvabilité, c'est une infraction pénale» et cetera et en fait, ça donne aussi un sens quelque part aux actes d'exécution qui sont complètement infructueux, là où normalement, ils devraient pas être infructueux quoi, quand Mmh. on poursuit une personne physique, il y a jamais rien nulle part, rien à son nom, nulle part et cetera. Il y a tout un fait plein de des faisceaux d'indices qui permettent quand même de constituer au bout d'un moment des preuves. Donc ça permet de se dire que, bah, voilà, les actes ne sont pas vains. Sauf que, enfin, franchement, combien, de personnes activent ce levier pénal derrière? Franchement, c'est hyper rare et donc ma question, c'est est-ce qu'en fait, ça fait peur toujours aujourd'hui le pénal? Alors, bon, l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, un particulier qui dépose plainte ne pourra ni le savoir, ni le prouver. Il pourra le supposer puisqu'il n'arrivera pas Mmh, à obtenir le mmh, règlement de sa créance en faisant des actes d'exécution. Mais, oui, le pénal, ça fait peur en entreprise parce qu'aujourd'hui, il y a un risque accru que, la responsabilité d'un dirigeant, d'un représentant de la société, d'un mandataire, ou d'un salarié investi de pouvoir, effectivement, il y a un gros risque pénal, effectivement, qu'on se retourne contre lui à l'occasion de l'exécution de sa mission. Là, tu parlais, de personnes qui n'ont pas réussi à obtenir le paiement de leurs factures contre des sociétés. Mais, à l'intérieur même de la société, le risque pénal, il est partout. Il est, effectivement, comme on l'a dit, dans le cas des accidents du travail, mais il peut être également dans le cas de la sécurisation du lieu de travail pour tout ce qui est agression sexuelle, harcèlement moral et sexuel. Il y a un nombre de contentieux absolument, immense en entreprise là-dessus et tu sais comme moi que l'employeur doit garantir, à l'ensemble des effectifs, la sécurité sur le lieu de travail. Donc il peut y avoir une chaîne de responsabilité pénale qui est engagée, par exemple, dans ce cadre-là. Donc, vu les sanctions qui sont prononcées, oui, le risque pénal en entreprise, est très important, il est très majeur et c'est un gros levier. d'accord. Je rebondis sur ce que tu as dit, avant, parce que c'est un sujet, moi, forcément, qui est dans mon cœur de métier, donc ça m'intéresse de creuser un petit peu. Quand tu me dis: «On ne pourra une personne physique, qui se rendrait insolvable, on n'arriverait jamais à le prouver». Heu, Tu vois? Pourquoi et comment est-ce qu'on n'arriverait jamais enfin, tu vois, pourquoi on n'arriverait jamais à prouver ça? Alors que, clairement, il y a des fois, c'est assez évident. Moi, j'ai eu à poursuivre des personnes, qui clairement, heu, c'était méthodiquement orchestré, tu vois? Et pour autant, tu penses que devant une juridiction pénale, ça pèserait pas? Je pense que tu peux pas faire l'économie d'une enquête de service de police qui pourrait accréditer, cette thèse. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est compliqué à déceler et qui ne résulte pas simplement, de l'acte d'exécution Mmh. forcée infructueux. En lui-même, ouais, c'est Voilà, il clair. faut une Ouais. intention pénale, c'est-à-dire la volonté de se dérober. Or, bien souvent, dans les cas d'insolvabilité, c'est, ben, on gagne plus notre vie, les affaires vont mal, on a dû fermer, j'ai plus d'argent, regardez mon avis d'imposition est à zéro. Enfin, toutes les bonnes excuses qui, pourraient justifier, une insolvabilité. Mmh. Mmh. Il y a des spécialistes quand même. Mais du coup, ils doivent aussi enfin voilà, après, bon, ça reste quand même marginal, hein, bien évidemment, mais parce que la majorité, la grande majorité des cas, c'est des gens qui effectivement voient leur situation financière vraiment dégradée et qui du coup, juste n'ont plus les moyens de payer et ça, c'est on peut être insolvable sans l'avoir Eh oui, organisé. c'est vrai. Après, c'est vrai que des fois, il y a quand même eu des cas, assez sympas. J'ai d'autres, 2 cas sympas, que j'aurais bien aimé, voir avec toi. J'ai eu un cas, par exemple, d'une entreprise, qui est, une conciergerie, et agence immobilière, qui met des biens en location pour le compte de propriétaires et un peu dans le même, esprit que les organismes de formation, ne reverse pas les loyers, ensuite, à la personne, qui est en depuis des mois, toujours en activité, mais avec 0 sur les comptes, rien du tout, heu, mais toujours active. Heu
Donc si je comprends Est-ce qu'elle a bien, les toujours loyers sont continué? perçus par Oui, l'agence, pas reversé. mais pas reversés au propriétaire? Exactement, pas reversé au propriétaire. Ça s'est arrêté, hein, depuis la personne a enlevé quand même son appartement, de la gestion locative. C'est ce que j'allais te dire, faut Oui, arrêter. oui, 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 bien sûr, mais bon, pour autant, il y a eu toute une période Mmh où elle mh. a pas touché, les loyers alors même qu'ils ont été payés et l'entreprise existe toujours. La gérante, ne l'a pas n'est pas allée déposer le bilan et ça, c'est aussi des cas que j'ai vus, ça fera l'objet d'une question d'après, de ne pas aller déposer le bilan, quand on est en cessation de paiement. Mais déjà là-dessus, c'est pareil, on est un peu dans le même cas que pour l'organisme, sauf qu'il y a pas d'argent public, au milieu, quoi. Alors, c'est un petit peu différent dans ce que tu me décris, parce que c'est l'exemple typique, des agences ou des syndics qui Mmh font mh. de la cavalerie avec de l'argent. Mmh mh. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent de leurs clients pour payer leurs propres dettes. Voilà, c'est d'ailleurs C'est ce qui clairement a ce qui a dû se passer, hein. c'est clairement ce qui a dû se passer et l'argent de ton client a dû servir à payer, d'autres notes. Alors là, à mon sens, on n'est plus dans le cadre d'une escroquerie, mais on est plus dans le cadre d'un abus de confiance. Puisqu'en fait, l'agence n'est qu'un intermédiaire qui prend sa commission et qui doit faire passer l'argent à son client. Donc là, c'est véritablement une infraction pénale. Je ne pourrais que lui conseiller d'aller immédiatement déposer plainte. Et alors là, pour le coup, ça a l'air assez cristallin, hein. Il doit avoir les éléments à sa disposition, les éléments de preuve à fournir à la police pour que cette personne soit convoquée. Mmh, complètement. Et donc justement, ce que je te disais après, des entreprises qui ne vont pas, enfin des entrepreneurs, des dirigeants qui ne vont pas déposer le bilan alors même qu'ils sont en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Normalement, on a l'obligation d'aller déposer le bilan quand on est en cessation de paiement depuis plus de 45 jours, je le répète. Mmh. Hem, Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Alors déjà, c'est très juste ce que tu dis. Tu rappelles un délai de 45 jours, c'est un délai légal, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des entrepreneurs sont dans le déni. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir des difficultés financières, tu penses toujours que tu vas te refaire, Mmh, que ton prochain client va être celui qui va te permettre d'honorer tes charges sociales, tes factures. Et donc cette, date d'état de cessation des paiements, elle n'est pas, évidente pour mmh, un entrepreneur qui essaye de s'en sortir et qui pense que c'est la vie des affaires. Voilà. Donc, avant d'accepter que ta situation soit vraiment obérée et que tu ne puisses plus faire face à tes dettes, puisque c'est ça la définition de oui, l'état de cessation des paiements, exactement. c'est compliqué. C'est compliqué de le réaliser. Alors, quand tu as un expert comptable ou quand tu as un comptable, il va t'aider. Et quand tu es vraiment au bord du gaz, tu vas faire une démarche Mmh. auprès du tribunal de commerce du siège de ta société pour effectivement déclarer cet état de cessation des paiements. Mais en pratique, c'est vrai que bon, c'est une démarche qui n'est pas facile à faire parce que c'est une forme de mise à mort de ta société. Clairement, il y en a beaucoup et il y a du déni et tu l'as aussi dit, moi j'appelle ça de l'excès d'optimisme parfois aussi des dirigeants. Mmh. Justement: «Ah mais ce client, c'est sûr, cette fois, c'est fait» et cetera. Mais bon, pareil, j'ai eu à voir des cas où, clairement la situation était, obérée depuis quand même, un certain temps, où le dirigeant, a exposé énormément, énormément de charges dans un temps très court à la fin, en Mmh. fait et pareil, a disparu du jour au lendemain, on ne sait pas où il est, en laissant sur le carreau, des salariés qui n'étaient pas payés depuis 4 mois, des prestataires, qui étaient, pareil, pas payés depuis, X mois, alors on pourrait dire: «Bah, pourquoi ils ont continué à travailler alors qu'ils étaient pas payés?» Mais bon, toujours est-il qu'il y a tout un discours, ils y croient et cetera parce que, parce qu'on leur fait croire, en tout cas, ou peut-être que le dirigeant en était convaincu là, dans ce cas-là, j'en suis quand même pas sûre, Oh, mais c'est tu classiquement vois? du crash de société. C'est ça, C'est-à-dire que vers la fin, on crame tout, c'est ça, on met la société dans un mur et on sait que les salaires seront pris en charge par les AGS, c'est ça. c'est-à-dire par un fonds de solidarité. Donc la casse sociale sera pas si importante que ça et c'est pas pour quelques factures d'URSSAF, que finalement, c'est très grave. Voilà. Je pense que c'est ça, en fait, le Mmh, raisonnement à ce mmh, moment-là. c'est ça et ça, c'est, répréhensible. Un agissement comme ça où finalement on se dit: «Oh, allez, c'est pas grave», Alors, ça peut l'être, effectivement, si, il y a des fautes de gestion qui ont été commises à dessein pour cracher cette société et c'est effectivement, ça peut prendre aussi la forme d'une action en comblement de passif devant le tribunal, de commerce où effectivement, on va demander aux dirigeants, de mettre de sa poche pour combler le passif de la société qu'il a lui-même précipité par ses fautes de mmh. gestion. En pratique, ces actions sont assez rares et pour qu'elles aillent, jusqu'au bout, bon, il faut vraiment que la personne ait du patrimoine. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sûr. Mmh. OK. Oui, mais est-ce qu'on risque, par exemple, pareil, une peine de prison pour des agissements comme ça de, on a vraiment précipité,
la chute de l'entreprise en embarquant la trésor, tu vois, par exemple, est-ce qu'on risquerait une peine de prison autre que simplement une amende, par exemple? Potentiellement, oui. C'est vrai que, le ministère public, qui est présent au sein du tribunal de commerce pourrait s'intéresser effectivement au sort de la fin de vie de cette société et estimer qu'il y a eu des abus en cascade et qu'il faut rattraper le gérant, l'interpeller et lui demander, des comptes. Oui, Mmh. aussi sur le plan pénal, oui, c'est possible. C'est pareil, il faut qu'il y ait une, proportion finalement entre c'est la balance bénéfice-risque quelque part aussi. Et bien sûr, Est-ce que le jeu en vaut la chandelle quelque part, quoi? exactement, s'il y a un passif colossal, évidemment, on va Mmh. s'intéresser, à ce cas-là. Maintenant, si ce sont des petites, dettes, bon, bah, à ce moment-là, ça passera en perte et profit. Un dernier cas que je vois là en ce moment, je l'ai vu, plusieurs fois là sur ces derniers mois, donc c'est pour ça que j'en parle. Le chantage à la réputation, la diffamation, arrêtez vos poursuites ou sinon, je mets des avis, je dis à tout le monde, que vous faites telle et telle pratique, je fais des posts sur les réseaux sociaux. Dans tous ces business, tu sais, fonctionnent beaucoup justement, via le marketing digital, donc les réseaux sociaux, c'est un canal d'acquisition, numéro un, limite pour, ce type d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, ça dépend de quel côté tu te places. Moi, je me place toujours, du côté de celui qu'on menace là, pour le coup, Donc, effectivement, ce serait celui qui, fournit sa prestation, qui serait Oui, menacé d'être, en gros, sali, balancé sur les réseaux sociaux, sur les avis Google. c'est ça, parce qu'on demande à Heu, son client de payer sa facture. voilà. Alors bon, dans ces cas-là, il faut résister et être, très fort parce que j'ai déjà entendu, ce genre d'histoire. Alors, a priori, sauf diffamation, importante, hein, menace, avérée. Mais si c'est un simple avis négatif, sur ton compte Google, il y a pas grand-chose, que tu puisses faire, dans la mesure où on considère que c'est l'avis du consommateur et Mmh. qu'il a le droit de donner son avis puisqu'on lui donne la possibilité de le faire. Donc il faut être solide sur ce genre de menaces. C'est ça. Ça va un peu plus loin que ça là dans les cas, les exemples donnés. Mais, effectivement, je trouve qu'aussi c'est un message finalement qu'on envoie. Est-ce que je tiens par rapport à ces menaces-là, parce que je suis sûre de ce que je propose, de mon service, de la qualité de ce que je Mmh. propose? Ou est-ce que finalement je m'écrase un peu, et quelque part on donne un peu raison? D'une certaine mesure, en tout cas dans la traduction que vont avoir les personnes en face, ça va être: «Ah bah, vous voyez, heu et il ou elle, finalement, a cessé ses poursuites parce que finalement il a peur de ce que je dis parce que c'est vrai». Mmh, Dans leur oui. esprit, tu vois? C'est un peu et je trouve que après on en est aussi sur, une question de crédibilité, par rapport à son produit ou son service quand ça prend un petit peu d'ampleur, tu vois? Moi, je pense qu'en matière d'affaires, quand il commence à y avoir des menaces, extrajudiciaires comme celle-ci, je pense que la meilleure défense, ça reste l'attaque. C'est-à-dire que, si quelqu'un menace, ton client ou ta cliente, il faut menacer en retour, effectivement, de dénonciation calomnieuse, de diffamation, d'actes de commerce déloyaux s'il y en a. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à riposter de façon à faire reculer l'adversaire et généralement, quand on aboie plus fort, ça marche. C'est la stratégie qu'on avait pris. C'est la stratégie qu'on avait pris. À quel moment, là voilà, merci déjà pour, tes réponses par rapport à ces cas-là, je partagerai, à mes clients, l'épisode parce que je pense que forcément ils vont se reconnaître sur des cas, heu, que j'ai pu, te partager là. Hem, à quel moment est-ce que, ça va devenir intéressant, de prendre un avocat? Justement pour poursuivre, des infractions pénales, alors que ce soit en droit des affaires, on peut même ouvrir un peu plus largement. Je suis victime d'une infraction ou alors je suis poursuivie pour une infraction pénale. À quel moment est-ce que je vais aller consulter un avocat et qu'est-ce que va faire l'avocat pour m'aider? En fait, chaque entreprise devrait avoir déjà un avocat, qui le suit, et qui le conseille utilement parce que bien souvent, toutes les infractions, peuvent être débunkées au stade du conseil, soit par un audit, soit par un conseil personnalisé d'une situation dont on sent qu'elle va poser problème. Donc en amont, on peut déjà mettre en place, beaucoup de choses et évaluer ce qu'on appelle le risque pénal, du Mmh. dirigeant. Donc ça, on peut faire appel à un avocat dès ce moment-là. Mais imaginons que ça y est, c'est trop tard, la catastrophe est arrivée, on a une convocation, en garde à vue devant la police.
On a une convocation en justice, on a une plainte. Bon, alors là, évidemment, il faut se précipiter immédiatement chez un avocat qui va pouvoir évaluer avec vous la stratégie de réponse. Parce qu'on ne peut pas attendre d'une société qu'elle garde le silence et qu'elle ne s'explique pas sur ses agissements, par exemple. C'est pas Mmh. possible. Mmh. En revanche, il faut pas le faire n'importe comment, il faut pas se précipiter. Et souvent, ces actions de défense ou d'attaque se font en concertation avec d'autres acteurs. Bien sûr, l'équipe dirigeante qui peut être de bons conseils, mais aussi l'expert comptable ou le commissaire aux comptes qui peut apporter un éclairage qui nous ferait défaut, par exemple sur des manquements comptables, sur des abus, de biens sociaux, sur, des, contrôles d'URSSAF, sur des contrôles fiscaux ou Mmh. des contrôles de TVA. Enfin voilà, il y a vraiment, beaucoup de choses à mettre en place et je trouve que ce qui est très intéressant dans le fait d'avoir un avocat, au-delà du fait de se protéger et de se défendre, c'est que c'est quelqu'un, qui va permettre d'anticiper, le pire. C'est-à-dire qu'il va mettre la société en ordre de marche pour que ça ne se, répète jamais, pour qu'il y ait des audits internes et de façon à ce qu'elle puisse faire son autocritique par rapport à des choses qui ont pu lui échapper sur son risque pénal. Donc ça, c'est vraiment, intéressant, je trouve. C'est comme pour tout, en fait. Finalement, c'est la prévention qui va faire la différence, quoi. Ah oui, vraiment, Et vraiment. agir vite. C'est pas attendre d'être au pied du mur, avant de pouvoir prendre contact, quoi. D'ailleurs, dès qu'une société a les moyens d'avoir un abonnement récurrent auprès d'un cabinet d'avocats en droit des affaires, et bien, effectivement, elle est beaucoup mieux conseillée, elle est plus en alerte. Donc c'est vraiment, un luxe utile. Qu'est-ce que tu donnerais du coup, tu vas me dire si ça va être ce conseil-là, mais comme conseil numéro un justement à un dirigeant, heu, qui va être alors je vais plutôt me placer sur le côté, qui pense qu'il est victime d'une infraction pénale. Heu, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Un dirigeant qui est victime d'une Ouais, ou infraction une pénale? personne, là, je parle plus d'un dirigeant, donc dirigeant, société quoi, dans le cadre de son activité professionnelle. Par exemple, une escroquerie. Ah bah, c'est immédiatement d'aller, déposer plainte. Sans même passer par l'avocat avant, il Alors, dans tu le vois? cadre d'infractions complexes, d'infractions financières, d'abus de confiance, d'escroquerie, qui sont, des infractions plus sophistiquées et qui demandent effectivement, de sortir des pièces pour Mmh. justifier la caractérisation de l'infraction, je pense que c'est assez aléatoire d'y aller seul. Ouais, c'est Il ça. faut véritablement un travail préparatoire avec un avocat, d'abord qui va expliquer au client, quelle est véritablement C'est l'infraction, ça. dont il est victime, pour lui faire comprendre ce qui se passe et puis pour l'aider à exprimer, son préjudice. C'est aussi une prise de conscience de savoir est-ce que oui ou non, parce qu'on pourrait se dire, de tels agissements quand même, tu vois, ça paraît pas normal. Pour autant, est-ce que oui ou non c'est constitutif d'une infraction pénale? Parce que bon, dans le business, business is business aussi, hein, c'est qu'il arrive un moment, on est dans du droit commercial, quand même pas beaucoup de règles, en termes de B2B, tu vois? Tu as aussi la loi de la concurrence, les lois du marché et cetera. Quels Mmh. sont les agissements qui sont pénalement Mmh. répréhensibles? Quels sont ceux qui ne le sont pas? Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir, tu vois, du conseil à ce niveau-là. Le conseil, il intervient toujours quand, il y a les flammes, c'est l'incendie. Mmh mh. C'est-à-dire que c'est très rare quand c'est autant en amont, c'est quand il y a un problème, il y a une situation de crise, donc là, effectivement, on C'est appelle ça. l'avocat pour faire le pompier et très rapidement, il faut faire une consultation juridique, d'évaluation de la situation de crise. Qu'est-ce que c'est? Comment on réagit? Quelles sont les solutions qui s'exposent à nous? Donc du droit commercial, du droit pénal, parfois les 2 combinés et qu'est-ce qu'on va y gagner au final? Mmh. Donc ça, c'est vraiment un travail d'évaluation qui est pas facile à Qui est faire, pas hein. simple, ouais. Mmh. Est-ce que tu peux être amené à faire, par exemple, avant d'aller déposer plainte, par exemple, une mise en demeure à la personne en face en lui disant: «Attention, ces faits-là sont constitutifs d'une infraction pénale», heu, régulariser la situation où on se met autour de la table et on trouve des solutions amiables, sinon on va porter plainte. Est-ce que c'est des choses qui se voient, qui sont utilisées ou alors on va directement porter plainte et on Alors n'a pas tout forcément de dépend phase de discussion? effectivement où on en est. Si, c'est encore réparable, si on peut encore sauver les meubles, effectivement, on peut procéder par une voie d'avertissement en disant que, on réclame par exemple la restitution, de matériel qui n'ont pas été rendus, hein. J'ai une cliente qui a ça. Hem et on les met en demeure en disant que si ça n'était pas rendu sous tel délai, ces faits pourraient constituer l'infraction pénale suivante, par exemple du Mmh. vol et on cite l'article du code pénal avec les peines encourues. En général, ça a un petit effet.
Ouais, ça bouge. Donc quand même, il y a un effet, Ah bah oui, quand même. combinatoire, on va dire, qui peut être plus fort que simplement, un risque de procédure judiciaire pour être condamné à un paiement. Clairement, des Mais fois, ça d'ailleurs, fonctionne moi, pas. j'invite vraiment tous les dirigeants, toutes les sociétés à ne pas se priver effectivement de rappeler à leur interlocuteur, quand l'hypothèse se présente, toujours le fait pénal qu'on peut mettre en face. Parce que c'est quand même assez puissant et ça montre aussi que on peut en avoir sous le coude et que si on doit aller jusque-là, on ira. Mmh. Voilà. OK. J'aime bien cette conclusion parce que, ça montre que c'est comment dire? Le c'est assez large, en fait. Les moyens dont on a d'action dont on peut disposer sont assez larges et en fait, ils sont aussi largement méconnus, du grand public, on va dire et des chefs d'entreprise de façon, générale. Donc là, on va retenir quand même de l'échange qu'il y a un risque pénal du dirigeant, heu, sur tous les sujets. Quand tu les as tous listés, je me suis dit: «Mon Dieu!» Oui, oui, vraiment Fiscal, social, droit du travail, écologique. gestion, voilà, c'est en fait, c'est assez large, donc c'est vrai quand on Rapport commence, homme-femme ouais, aussi, ouais, très ce que tu important disais. maintenant dans l'entreprise. Donc quand on commence à grossir, se structurer et cetera, je pense que c'est un risque dont on parle finalement très peu, pour être dans un écosystème d'entrepreneurs, rencontrer souvent des dirigeants. En fait, c'est la première fois que j'entends mettre, en lumière le risque pénal. J'ai déjà entendu parler du risque RH, du risque social, du risque, bon bref, tous les risques, qu'on peut voir, les risques cyber, le risque bref, il y en a de partout. D'ailleurs, ça fait peur quand tu fais une cartographie des risques, Oui, c'est vrai. et le risque pénal, franchement, j'en ai jamais entendu parler, donc c'est hyper intéressant de l'avoir, Alors que chaque entreprise va le rencontrer à à un un moment. moment ou un autre, qu'elle soit victime ou Ouais, auteur. donc très important d'avoir, dans son petit carnet d'adresses un avocat en droit pénal, ça peut toujours servir. Et donc également comprendre que on a aussi en termes de moyens de réponse sur des agissements, qui sont, potentiellement répréhensibles ou en tout cas dans des leviers de négociation, on peut avoir aussi le levier pénal, qui peut être activé. Donc c'est intéressant de le savoir. On l'active pas, mais en tout cas, ça existe souvent et donc Ça ça peut être existe intéressant. et il faut pas oublier qu'au-delà de la plainte, à la gendarmerie, à la police ou de la plainte, devant le procureur de la République, si on a des infractions financières dont on a tous les éléments, des infractions en droit des affaires, il y a un levier qui est très puissant, c'est la citation directe devant le tribunal correctionnel. C'est-à-dire que vous avez identifié la personne, que vous estimez être l'auteur de l'infraction dont vous êtes victime. Vous avez tous les éléments, comptables, tous les documents administratifs à présenter au juge. Vous pouvez vous passer d'une enquête préliminaire de police et saisir directement la juridiction pénale pour qu'elle tranche ce problème et qu'elle condamne, l'auteur des faits. Super, Mmh. merci pour ce tips, ouais, il faut que l'infraction soit quand même, un minimum, constituée, Oui, étayée et cetera, mais à partir du moment où c'est c'est le vrai. cas, effectivement, c'est très, très bon à savoir. Être assisté d'un avocat, c'est quand même intéressant dans ce cas-là. Ah, Tout le c'est monde voilà, fondamental, tout le hein. monde maîtrise pas, hein, clairement la C'est citation fondamental. directe, c'est quand Sinon, c'est même, la noyade assurée. ouais, c'est ça, il faut quand même, aller sur des terrains qu'on maîtrise et là, l'assistance d'un avocat est hyper intéressante. On va s'arrêter là pour, aujourd'hui. Franchement, on pourrait en parler, pendant des heures, surtout que là, on a exploré, tout petit bout du droit pénal, mais qui est une matière très, très large et très riche. Merci beaucoup. Heu, Merci Pauline. tu es active, sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on Oui, peut te retrouver? Parce que je sais que tu donnes beaucoup d'informations, justement sur le droit pénal pour rendre ce droit accessible, pour que les gens prennent conscience que peut-être là, ils sont dans une situation peut-être pas normale et de laquelle ils pourraient, se sortir en connaissant un petit peu mieux leurs droits. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver, Emmanuel? alors si ça intéresse les gens, je suis active beaucoup sur Instagram, D'accord. où je fais des petits posts juridiques, où je décortique un petit peu des situations que les gens rencontrent dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent dégénérer. Donc, voilà, sur Instagram principalement. J'ai une chaîne YouTube, également, OK. voilà. Bah, écoute, on mettra les liens, en Merci. commentaire. Je fais le petit clin d'œil, personnes qui vont nous rédiger tout ça. Mais on Qu'on ne mettra nommera pas. voilà, qu'on ne nommera pas, n'est-ce pas, Déborah Donnier, Sarah Camille? De façon à ce qu'on puisse, te retrouver et pour nous, on se retrouve, sur YouTube également, sur la chaîne, et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé l'épisode, également à le partager autour de vous pour qu'un maximum de dirigeants puissent, eh bien, avoir un maximum de ressources pour se prémunir, principalement du risque client en ce qui nous concerne. À bientôt.